Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, face à l'urgence climatique, certains en appellent au passage de la démocratie à la biocratie. Animaux, végétaux, pourquoi et comment donner une voix à ceux qui n'en ont pas? Faire une place à la parole du tout vivant et du non-humain. Théoricien de l'art, directeur de la plateforme Le Peuple qui manque, les curateurs Alioucha Imov, maître de conférences en art plastique à l'université Paris 8, et Kantouta Kiros, professeur de théorie de l'art à l'École européenne supérieure d'art de Bretagne, signent ensemble et se posent cette question dans Qui parle, publié aux presses universitaires de France. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. On parle souvent, c'est vrai, de ceux qui n'ont pas la parole ou qui sont inaudibles aujourd'hui dans le débat public. Vous élargissez la réflexion de la politique à l'art. Qu'est-ce que vous mettez d'abord derrière cette question? Qui parle? Est-ce qu'il faut l'entendre comme qui est autorisé à parler? Il y a plusieurs points de départ historiques à cette question. Celle qu'on pose en premier, c'est évidemment l'héritage de mai 68, ce moment historique du fond de l'amphi, lorsque les étudiants prenaient la parole et disaient interpeller l'intervenant en lui demandant mais d'où tu parles, camarade, en fait, de manière à connaître les présupposés, les institutions depuis lesquelles est-ce que cette parole est-elle légitime, se fait-elle au nom d'une institution, est-elle ancrée dans les luttes, etc. Et c'est tout de suite un moment un peu ambivalent, c'est-à-dire que Michel Foucault lui-même, en fait, avait pu témoigner quelques années plus tard, au moment de la parution de Surveiller et punir, en explicitant, disons, son malaise, finalement, cette question qui devenait très régulièrement une question policière, au nom de qui seras-tu innocent ou coupable, etc. Alors que Michel Foucault, comme on le sait, est bien connu pour avoir montré, avec d'autres bien sûr, l'importance du lieu de la parole, la manière dont la parole d'un fou ou d'un prisonnier fait différer les discours officiels sur les prisons ou les asiles. Donc on a comme ça cette dialectique, ou en tout cas cette ambivalence en fait, de cette émergence de cette question qui parle, dès les années 60, qui se joue plus ambitieusement entre vie et mort des sujets, et la manière dont la philosophie, d'une certaine manière, a pu contribuer à abolir la notion de sujet, notamment dans le sillon des années 60, et en parallèle d'un certain nombre de mouvements politiques qui, au contraire, cherchaient à faire proliférer en fait, les figures possibles de l'émancipation de manière générale, mais les figures possibles de sujets en fait, dans l'espace politique. Donc pour nous, cette question qui parle, elle émerge depuis cet endroit-là, et puis elle a trouvé une très grande résonance du côté des pratiques de l'art, du côté du cinéma et de la littérature dans le sillage des années 70 et jusqu'à aujourd'hui. Oui, résonance et tentative de traduction, ce qu'on va essayer de voir ensemble, et ça c'est passionnant. On peut aussi juste prendre le point de vue juridique, qui est aussi analysé à travers l'art en ce moment, à travers différentes expériences. Mais si on reprend le code civil, on peut poser la question du sujet en opposition à l'objet. Les animaux, les végétaux sont considérés comme des objets, des objets qui n'ont pas de droits, en tout cas pas les mêmes droits que le sujet. Et donc ça nous ramène à cette question du sujet. Qui est sujet? Et donc, qui a le droit à la parole ou qui a le droit à être représenté aussi? Qui est un sujet actif, hein? C'est tout ça à travers cette question du qui parle que vous posez. Oui, tout à fait. En fait, ce qui émerge depuis plusieurs décennies déjà, c'est l'entrée sur la scène juridique de sujets non humains, des fleuves, des rivières, des forêts. Donc, ce qui a pu être théorisé, par exemple, par un théoricien du droit qui s'appelle Christopher Stone, qui s'était demandé est-ce que les arbres peuvent plaider. Et ce qui donne lieu aujourd'hui, dans le champ notamment de certaines constitutions politiques qui ont été pensées notamment en Amérique latine, en Bolivie ou en Équateur, à la reconnaissance comme sujet juridique de la terre-mère, mais qui n'est pas simplement une entité authentique, ou en tout cas présupposée comme étant authentique, mais qui est elle-même toujours renégociée en permanence. Et ça, c'est ce qui a été très passionnant dans les processus constituants qui ont émergé, par exemple, à partir de 2006, en Bolivie, notamment, c'est que cette entité a toujours été le lieu d'une traduction ou d'une négociation entre notamment des cosmovisions, par exemple dans cette assemblée constituante qui s'est déployée à ce moment-là. Donc ce qu'on pourrait appeler une sorte d'hyper-sujet négocié, sacré négocié, tel que peut l'appeler par exemple un anthropologue économiste qui s'appelle Diego Landivar, et qui en effet est lui-même toujours en traduction. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais
une vision de la Pachamama qui est stabilisée dans le droit, mais au contraire, elle est toujours remise en jeu et voilà, le lieu d'une conflictualité politique également. Voilà, c'est des exemples, comme vous venez de les évoquer, la question du rapport de l'articulation entre le droit et la nature, et les droits de la nature, qui ont été considérés ou pris en considération par des pays comme l'Équateur depuis une dizaine d'années, et la Bolivie, l'Équateur qui a été le premier pays au monde à inscrire dans sa constitution un droit de la nature. Et puis on parle beaucoup aujourd'hui de l'écocide, de ce crime qui serait ou pourrait être un jour reconnu contre la nature, l'écocide qui fait partie des questions que vous posez aussi à travers ce qui parle, qui est le sujet aujourd'hui, qui a le droit à la parole et le droit d'être représenté. Un mot quand même de l'historique. Avant d'entrer un peu plus dans le détail, Aliou Chaïmo, vous l'avez évoqué sur cette rupture que mai 68 a pu peut-être composer ou comporter, cette idée de penser la parole et de penser son origine. D'où parles-tu? Aujourd'hui, on a beaucoup tendance à continuer à s'identifier, à se regrouper derrière des identités communes. Nous sommes Charlie, on se souvient de ça après les attentats, nous sommes féministes, on se qualifie, on s'identifie, comme si on avait besoin à chaque fois de prouver notre légitimité à parler, à prendre la parole. Ça commence par un effort de définition. Oui, c'est très juste ce que vous dites, mais il me semble qu'il y a quand même une petite différence entre je suis féministe, en fait, qui est un positionnement politique, et je suis Charlie, en fait, qui est un autre héritage. C'est nous sommes Charlie, qui vient justement des années 68 aussi, et qui prend sa source, nous semble-t-il, plutôt du côté de la manifestation très restée célèbre, en fait, du fameux « Nous sommes tous des juifs allemands », en fait. C'était des étudiants qui défilaient sous cette bannière et qui défient, en un sens, toute forme d'identification policière. Et donc, c'est bien ça l'enjeu, c'est dans quelle mesure aujourd'hui des formes d'énonciation peuvent se tenir qui défient en fait une forme d'identification policière. Quand les zadistes disent nous sommes la nature qui se défend, quand il est question de dire je suis le fleuve, nous sommes le fleuve, en fait, on défie en fait l'identification littérale de ce dont on parle. Et donc c'est la façon dont cette question de la communauté en fait se déplace aujourd'hui et dont il est nécessaire du coup de trouver les outils à partir desquels on peut rendre légitime, audible, discutable en fait ce type d'énonciation-là. Mais alors quand on parle aujourd'hui de donner une voix à ceux qui n'en ont pas, quelles sont pour vous ces voix silencieuses qui devraient avoir voix au débat, ou en tout cas dont on interroge la légitimité à avoir voix au débat? Quantouta Quiros. Alors, en fait, ce qui nous intéresse dans ce livre, c'est justement des stratégies de traduction qui sont déployées dans l'espace de l'art, que ce soit sous la forme de l'Assemblée, par exemple, qui est un motif assez prédominant, et la manière justement dont, s'il y a eu déjà des tentatives d'élargissement des assemblées dans l'espace politique réel, on mentionnait évidemment les cas de l'Amérique latine notamment, il se trouve que dans l'espace de l'art lui-même, un certain nombre d'artistes, on pourrait penser par exemple à un artiste néerlandais qui s'appelle Jonas Staal, qui a théorisé cette notion d'assembléisme et qui va chercher à traduire dans l'espace de l'Assemblée des infraprésences, par exemple, des présences qui ne sont pas identifiées, qui peuvent être même élargies au cosmos ou à Mars, par exemple, à des présences interplanétaires. Mais aussi, je pense par exemple à un artiste ghanéen qui s'appelle Ibrahim Mahama, qui va chercher à inclure dans les assemblées, les parlements, des infraprésences fantomatiques, c'est-à-dire ces présences entre vivants et morts, notamment avec un très beau projet qui s'appelle Parlement des fantômes, ou encore, par exemple, un artiste mexicain qui va essayer de penser des assemblées d'animaux qui sont comme des ombres, en fait, ou des assemblées intermittentes entre les assemblées humaines et une sorte d'ombre projetée de ces assemblées. Donc ce sont à la fois évidemment le vivant qui rentre en politique, mais c'est aussi quelque chose de plus spectral. Et c'est ce qui nous semble assez passionnant en fait dans toutes ces démarches, c'est qu'elles échappent finalement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à l'identification d'une assemblée politicienne. Ce sont des assemblées dont
les représentants, finalement, ne pourraient pas être entendus dans une assemblée parlementaire de type social-démocratie comme les nôtres. Donc c'est aussi ces enjeux-là qui sont pour nous très, très importants. Quand vous parlez d'infraprésence, on pense à l'infrapolitique d'Edgar Morin. Il y avait déjà peut-être cette ambition ou cette volonté qui a été caractérisée par un certain nombre de films documentaires dans les années 60 comme des essais, des premières tentatives. Et je vous propose, pour ce faire, d'écouter un extrait de Chronique d'un été de Jean Rouch et Edgar Morin, film manifeste de 1961. Ce film n'a pas été joué par des acteurs, mais vécu par des hommes et des femmes qui ont donné des moments de leur existence à une expérience nouvelle de cinéma-vérité. Tu vois, Morin, l'idée de réunir des gens autour d'une table est une excellente idée. Seulement, je ne sais pas si nous arriverons à enregistrer une conversation aussi normale qu'elle le serait s'il n'y avait pas de caméra. Il faut essayer. Et si on vous demandait d'aller dans la rue et de poser à des inconnus la question « Êtes-vous heureux ?» Vous iriez ? Qu'est-ce que cette expérience, Alyosha Imhoff, nous raconte de cette idée du cinéma-vérité, sur cette tentative de donner aussi des voix, de retranscrire ou d'écrire une voix du réel ? Merci d'avoir choisi cet extrait. D'abord, c'est un film qui nous a beaucoup marqué dans notre trajectoire de cinéphile, hein, et qui est effectivement un film manifeste pour un cinéma vérité et qui a cherché en fait à ouvrir l'énonciation, en fait, alors c'est hérité déjà du cinéma documentaire plus traditionnel, hein, qui consistait à donner la parole, à conquérir la parole d'une certaine manière, un travail de commise en scène, hein, de la parole avec les sujets filmés. Mais Jean Rouch, avec Edgar Morin, dans ce film, pousse peut-être plus loin encore les possibilités énonciatives de ces protagonistes, finalement en renégociant tout au long du film lui-même, en fait, la parole qui pourra être émergée. C'est-à-dire qu'il s'agit pas seulement d'une sorte de montage virtuose de divers discours par un seul auteur, mais il s'agit de véritablement donner une agentivité aux protagonistes à l'intérieur même du film, et de cette expérience-là, donc, qui se conclura à la toute fin du film par une projection du film que nous venons de voir, en fait, et la manière dont les protagonistes du film, en fait, font un retour en fait critique sur le film qui vient d'être vu. Et donc on a comme ça une sorte de très longue trajectoire qui ont pu réfléchir à des formes d'écriture polyphonique, à des manières de faire entendre une pluralité possible de voix. Le cinéma militant a été un lieu d'élaboration très, très importante de ça. On cite en exemple ce film qui s'appelle This is what democracy looks like, qui a été un travail de plus de 300 médias activistes, hein, dans les années 90, de manière à donner une pluralité des points de vue sur un seul événement qui peut être d'une certaine manière bien au-delà de ce que peut produire la télévision, en tout cas à l'époque. Cette idée de polyphonie qu'on retrouve beaucoup dans le roman aussi. Hein, absolument, bien sûr, et qui vient d'abord de là, bien sûr, de Bakhtin, de Dostoïevski, bien sûr. Mais peut-être avec cette croyance peut-être plus forte encore depuis le cinéma, que l'on entend véritablement les voix. C'est qu'il n'y a plus vraiment cette médiation-là de l'auteur, du démiurge, d'une certaine manière, qui vient recodifier par son montage virtuose, en fait, les divers discours. Donc la manière dont ces différentes voix peuvent se positionner d'une certaine manière comme un peu l'avant-garde des démocraties à venir, des possibilités énonciatives qui peuvent se faire jour au cœur des dispositifs démocratiques réels. Alors on a évoqué le cinéma pionnier avec cet exemple de Chronique d'un été. On a très vite envie de se déplacer vers le théâtre ou le spectacle vivant, parce que c'est la scène énonciative, nous semble-t-il, par excellence. Mais j'aimerais qu'on fasse un détour par l'art, et l'art plastique, les arts plastiques, et notamment par ces deux courants dont on parle beaucoup aujourd'hui, presque des courants d'époque, hein, même s'ils ne sont pas tout à fait nouveau, le land art et le bio art. Est-ce autant pour vous de tentatives dans l'art des artistes de faire entendre des voix différentes, des voix autres, d'autres voix ? Oui, alors le bio-art a notamment été travaillé par exemple, la question de la métamorphose. Comment on peut incorporer dans le corps de l'artiste lui-même, par exemple, un sérum ou quelque chose qui le ferait différer de lui-même. Donc il est entraîné, embarqué dans un devenir animal.
Mais par ailleurs, il y a aussi, en fait, on essaie de confronter dans le livre des différentes tentatives, en fait, différentes stratégies de déplacement de la subjectivité. Et il nous semble, par exemple, qu'un travail comme celui d'un chorégraphe qui s'appelle Boris Norman, qui est lui-même dans une tentative de traduction de la corporéité animale, par exemple en essayant de faire éprouver la corporéité d'une mouche, la corporéité d'un dauphin, par exemple, en s'intéressant à la morphologie du dauphin lui-même, et justement dans une tentative traductive particulièrement puissante, au sens où... Ça vous intéresse? Vous trouvez qu'il y a quelque chose qui se joue là-dedans? Oui, dans la mesure où ce qui est toujours intéressant dans ce cas de figure, c'est que la difficulté de la tâche traductive n'est jamais effacée, en fait. C'est ça ce qui nous semble assez... Ça veut dire quoi, la difficulté de la tâche traductive? Dans une opération de traduction... Traduisez-moi, d'une corporéité, par exemple, animale, ouais. Ou du langage, par exemple, des animaux, des dauphins. Il y a eu des tentatives scientifiques de traduction, par exemple, des dauphins. Mais voilà, c'est toujours un postulat. On part d'un postulat que la traduction peut s'opérer en traduisant l'énoncé lui-même. Or, ce qui nous intéresse beaucoup dans ces tentatives-là, au contraire, ces tentatives qui viennent de l'art, c'est que cette impossible voix animale, enfin cette impossible tâche de traduction est toujours problématisée et toujours centrale, d'une certaine façon. Et quand on parle de traduction, on parle à la fois du silence, mais aussi du langage, de ces différentes voix du vivant, telles qu'elles peuvent s'exprimer aujourd'hui. Je vous propose d'écouter les mots de l'écrivaine Hélène Cixous. On connaît sa passion pour les animaux, notamment sa passion pour les chats. Elle nous racontait comment elle travaillait, elle écrivait entourée de ces chats et comment elle communiquait, comment elle parlait avec eux, justement. Moi, je parle français avec mes chattes ou je parle chat. Comme je parlais avec les poules d'ailleurs, parce que quand je parlais avec les poules, je parlais poules, c'est-à-dire qu'elles parlent. Alors quand même, la plupart des gens pensent que ça ne parle pas. Mais c'est nous qui ne parlons pas leur langue. Il faut se dire quand même que notre problème, à nous, humains, c'est de ne pas nous porter vers le monde linguistique où un système de signes et de sons existe et fait langue. Mais ça, c'est un travail qui est un travail d'échange, de connaissances, et on échange des différences et des connaissances en permanence. Par ailleurs, si on emploie le mot d'égalité, je pense que l'égalité des droits, elle appartient à toute vie. Ça ne veut pas dire ne pas considérer les différences, parce que bien sûr qu'il y a des différences. Et l'espèce décide aussi de beaucoup de choses. Mais la vie avec, le fait que quand on s'occupe du climat, on s'occupe de tout ce qui vit, ça, c'est quelque chose qui doit être activé, ranimé. C'est en train de se faire pour la première fois. Cette question du langage au cœur de la réflexion d'Hélène Cixous et de la vôtre aussi, justement, cette question du langage qui est centrale parce qu'elle elle détermine à la fois le statut du sujet, mais bien sûr aussi l'énonciation. Comment on accède à la représentation de soi, si ce n'est à travers le langage, hein. Il y a cette phrase de ce poète Jean-Christophe Bailly qu'on met au cœur du livre à plusieurs reprises, qui nous dit que les animaux conjuguent les verbes en silence. Donc on a encore une fois, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, une énonciation tout à fait paradoxale en fait. Et c'est bien ça tout l'enjeu aujourd'hui, c'est comment en fait on cherche à donner voix à quelque chose qui n'a pas de voix, mais d'un point de vue vraiment littéral en fait. C'est pas donc il y a toutes ces tentatives effectivement, comme le disait Cantuta, du côté de l'éthologie, souvent sans succès d'ailleurs. De traduction de manière littérale, et puis il y a des tentatives du côté des poètes qui se tiennent toujours du côté du seuil en fait de la possibilité même d'une voix et qui parfois vont jusqu'à produisent des énoncés en fait qui relèvent vraiment d'une infinité d'un jeu de langage en fait poussé à son comble, mais aussi d'une réalité. Donc on ne sait plus très bien en fait. Il s'agit d'une superposition de la réalité même de cette Umwelt, de ce monde propre en fait animal, ou s'il s'agit d'un jeu infini sur le langage. Et donc on se tient toujours en fait entre les deux d'une certaine manière, et c'est ça qui est passionnant aujourd'hui. Sur la question du langage, je voulais vous demander justement sur ceux qui parlent
en leur nom ou en notre nom sur la question du qui parle et comment représenter aussi. On a vu là sur l'échiquier politique, dans le jeu électoral, apparaître depuis quelques années et une fois encore aux dernières législatives, un parti qui est le parti animaliste. Ça, c'est une tentative de représentation d'une voix qu'on n'entendait pas jusqu'ici dans le débat public et politique pour vous. Intéressante? Oui, bien sûr. Bon, le jeu politicien est un jeu compliqué, hein. Il y a des jeux stratégiques aussi qui permettent de faire émerger dans le débat public un certain nombre d'enjeux tués par ailleurs, etc. Donc, bon, il y a une certaine efficience à ça. Après, le parti animaliste, me semble-t-il, hein, sans le connaître très bien, repose sur une sorte de conception biocentrique, hein. C'est l'idée de la valeur intrinsèque d'un animal, en fait, comme valeur en soi. C'est un héritage qui nous vient de Kant, qui a été déplacé et repris par les mouvements antispécistes, en fait, historiquement, alors qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin, nous semble-t-il, avant évidemment de condamner la violence faite aux animaux dans l'élevage industriel, intensif, etc., bien sûr, c'est en fait une pensée écosystémique, en fait. C'est que ce monde-là qui s'effondre, c'est pas une plus-value d'âme qu'on cherche à donner à des êtres en dehors de l'humanité comme étant un geste comme ça de générosité. Non, c'est que quand les animaux, la disparition aviaire sur les 75% d'oiseaux disparus depuis 20 ans, c'est une disparition de nous-mêmes, en fait, puisque c'est ça qui nous fonde comme sujet désormais de l'Anthropocène, mais plus largement, c'est le monde vivant lui-même, sa richesse écosystémique qui est en train de s'effondrer et dont nous avons besoin, en fait, pour nous nourrir, pour continuer à faire société, etc. Donc, c'est pas une plus-value de quelque chose, c'est pas une valeur intrinsèque à chaque individu. Et certains philosophes en ont pointé du reste la limite, comme Catherine Larère, par exemple, qui nous montre qu'effectivement, dès lors qu'on postule quelque chose de biocentrique, on arrive très vite à nécessité de hiérarchie entre les êtres, ne serait-ce que parce qu'on passe nos journées à détruire des milliards d'êtres vivants à une échelle microscopique, etc. Donc, vous voyez qu'on est bien tout de suite obligé de reconstituer en fait des formes de hiérarchie et d'importance entre. Donc voilà. Donc c'est évidemment la question écosystémique et non pas la question biocentrique qui nous importe aujourd'hui. Donc d'une certaine manière, voilà, le parti animaliste est un peu dépassé du point de vue des concepts qui sont mobilisés. Et puis il y a une telle urgence aujourd'hui que voilà, peut-être qu'il y a des partis peut-être aujourd'hui qui seraient plus à même, disons, d'ambitionner des changements en profondeur plutôt que des partis comme ceux-là qui restent quand même assez minoritaires dans les intentions de vote. On évoquait les initiatives pour donner une existence juridique à la nature, à une forêt, à un fleuve. On peut revenir sur ces différentes initiatives, mais je voulais vous faire écouter les mots d'un philosophe qui revient beaucoup dans votre ouvrage, hein, que vous analysez aussi à travers les propositions qu'il a pu faire en la matière, qui a pensé aussi cette notion de Gaïa. Et c'est Bruno Latour, à travers le Parlement des choses, qu'il a pu imaginer, notamment avec Frédéric Haït-Toiti, de ces assemblées qui pourraient réunir des humains et des non-humains. On écoute. Qu'est-ce que c'est si, dans une assemblée, ce n'est pas des humains simplement qui représentent des humains, les nations, disons, mais aussi les êtres dont on parle, se représentant eux-mêmes. Alors, il y a une naïveté et une fiction dans l'opération, mais on a travaillé un problème philosophique. C'est qu'est-ce qui arrive à l'Assemblée dans laquelle vous avez les États-Unis, la France, vous avez l'Allemagne, vous avez le Brésil, et puis vous avez une délégation qui est l'Amazonie, pas le Brésil, l'Amazonie, une délégation océan, une délégation arctique, etc., une délégation pétrole, qui parle en son nom. Les faits des négociations détaillées sur la façon dont les États-Unis entendent la contribution de Océan à ces prises de mer dans lesquelles elle était lancée, c'est sensationnel. Ça traite une question philosophique absolument fondamentale qui devient audible.
Voilà, que se passe-t-il? Comment parler, en son nom, sur cette, initiative, qui a été, pensée par, Bruno Latour et qui met aussi, en scène cette question des voix, de ces voix qu'on n'entend pas et qui pourraient être représentées dans un grand parlement avec des délégations. À quoi ressemblerait un débat où tout le monde aurait voix? Alyosha Imhof, Kantoutaki Rose, je ne sais pas qui veut répondre là-dessus, pardon. Bon, enfin, évidemment, la tentative de Bruno Latour, qu'on discute dans ce livre, évidemment, avec ce projet très passionnant qui s'est déroulé en 2015 au Théâtre des Amandiers, sous l'égide de Sciences Po Paris, Bruno Latour, qui est, et Frédéric Aïtouati, comme vous le disiez, qui s'appelle donc le Théâtre des négociations, Make It Work. Donc une sorte de très grande simulation grandeur nature, avec des délégués, partenariats internationaux. Très, très intéressant projet, et qui cherchait à mettre en scène, d'une certaine manière, ce fameux Parlement des choses, avec des délégations non humaines. C'est l'art au secours de la politique au sens large. Bien sûr. Et d'ailleurs, ça a été suivi de près par les représentants de la France de la COP réelle qui s'est tenue 8 mois plus tard, Laurence Toubiana qui représentait la France. Donc évidemment, qui d'ailleurs était là à l'ouverture pour appeler à ouvrir les possibles de manière plus générale, que ce soit saisi par les étudiants donc en charge. Alors, et c'est intéressant de le mettre au cœur, évidemment, du projet. Néanmoins, comme tout projet, il n'échappe pas à un certain nombre d'écueils importants, et à commencer par ce dilemme entre une sorte de représentation dans des termes un peu classiques, entre une représentation substantive et une représentation descriptive, puisque on cherche, comme vous le savez, à avoir des parlements paritaires, à faire, en fait, à ce que... Et c'est ça, un des grands gestes, en fait, des 50 dernières années aussi, c'est que de faire en sorte que le Parlement pense et ressente comme le peuple qu'il est censé représenter, et qu'il soit constitué d'ouvriers, de femmes, etc. Donc, et de l'autre, qu'il soit à même de représenter, de s'extraire d'eux-mêmes, justement de ne pas parler en leur nom, mais au contraire, de parler au nom d'autres qu'eux-mêmes. Et donc, c'est évidemment un des grands enjeux de la question de la représentation aujourd'hui. Et d'autres philosophes ont pu condamner de manière plus ferme la question de la représentation. Jacques Rancière, bien sûr, mais depuis la mésentente, mais surtout Donna Haraway, de manière plus proche de Bruno Latour, qui nous disait que la représentation, c'est ce geste qui, au fond, cherche la main tendue, qui s'agit dans une foule, et qui se chargera du discours désintéressé, etc. Donc, elle condamnait cette possibilité de s'extraire de soi, d'une certaine manière. Donc, on a ce dilemme premier, la manière dont on cherche, d'une certaine manière, à reconsidérer la question de la représentation au-delà, évidemment, des délégations, des représentations humaines, mais cette représentation doit aussi être le lieu d'une forme d'incarnation. Donc c'est bien ça le souci dont il est question. Et dans le cheminement de ce livre, on cherche d'autres types de tentatives. Alors lesquelles, justement? Quelle autre tentative on peut avoir? On peut trouver. Sait pas, d'ailleurs, et par où vous cherchez pour pas tomber dans les mêmes écueils? Disons que déjà, il s'agit de pointer les problèmes. Évidemment, il y a la question du common sense, c'est-à-dire la question de la langue commune à ces parlements. Bruno Latour l'affirmait explicitement dans Face à Gaïa, que ce projet devait se tenir en anglais comme étant la langue du common sense. C'est évidemment, ça fait sujet à débat, justement au moment où il s'agit d'étendre l'énonciation au-delà de l'humain. Il y a de nombreux appels à constituer une sorte de post-linguistique aujourd'hui. Et puis, la notion de traduction. Enfin, j'imagine que Barbara Cassin a dû s'asseoir un jour à cette table, dans son grand projet de dictionnaire des intraduisibles, chercher justement à contrevenir d'un côté l'ontologie nationaliste, qui consisterait à défendre les concepts comme étant purement allemands, je sais pas quoi, etc., ou russes ou français, etc. Et puis de l'autre, cette universelle logique qui pourrait s'appliquer en tout lieu, qui avec la notion de globish, on sait bien que c'est une langue dépourvue d'elle-même. C'est pas l'anglais d'Oxford, bien sûr, c'est un anglais complètement appauvri, et qui, on pense toujours à cette phrase de Jacques Lacan qui nous dit: une langue n'est rien d'autre que l'équivoque que son histoire y a laissé persister. Ça veut dire quelque chose quand même. Une langue, c'est quand même chargé en fait d'une histoire, et d'un monde.
D'où votre idée aussi, ce que vous développez dans Qui parle, qui paraît au PUF, Kentou Takiros, cette idée d'une politique du silence. Hein. Vous le dites, vous le racontez, s'il faut envisager une politique un peu plus qu'humaine, compatible à la fois pour les humains et les non-humains, vous souhaiteriez pouvoir l'envisager à partir d'une politique du silence. Qu'entendez-vous par là ? Alors peut-être d'abord partir du fait que comme sujet de l'Anthropocène, nous sommes constitués par le silence, notamment le silence de la disparition aviaire, entre autres, mais en tout cas l'effondrement des différents écosystèmes nous constitue comme sujet interpellé, disons, par l'Anthropocène. On se rappelle évidemment de c'est la fameuse interpellation d'Althusser, hein, quand il dit « Et vous là-bas », c'est ce qui nous constitue comme sujet. Hein, ça, c'est un motif des années 70 assez important. Nous sommes constitués par l'interpellation idéologique dans la rue « Et vous là-bas ». Et on se sent constitué comme sujet. Désormais, ce qui advient, c'est ce qui nous interpelle, c'est plutôt l'absence d'interpellation. C'est le silence qui est dû à ces différents effondrements. Mais on part en fait aussi d'une autre politique du silence qu'on pourrait penser de manière affirmative. On pense toujours que le silence est une privation de la parole. Or, il y a des silences choisis, il y a des silences manifestes. Et en fait, c'est de cette histoire-là qu'on repart, notamment de ce qui a pu se penser dans les politiques féministes ou dans les politiques LGBTQI, par exemple, qui se sont emparés du silence comme puissance affirmative. Et c'est vraiment cet endroit-là qui nous paraît faire manifeste. Et justement, l'espace de l'art comme étant celui qui, par définition, a fait une place au silence. Je pense évidemment, si on revient dans l'histoire de l'art, à John Cage qui va nous permettre d'écouter le silence. Mais aussi aujourd'hui, ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est vraiment cette intrication, ou en tout cas cette contradiction permanente dans la possibilité de s'énoncer, qui nous semble vraiment constitutive d'une politique qui pourrait advenir. Bon, on a beaucoup parlé, on a dû mettre quand même des mots sur le silence, mais on a manifesté aussi, j'espère, quelque chose. Merci beaucoup à tous les deux. Cette politique du silence que vous racontez aussi à travers les mouvements militants à l'origine et aujourd'hui le rôle de l'art qui peut s'en emparer. Qui parle pour les non-humains, un ouvrage signé de Alyosha Imhoff et de Kentou Takiros qui paraît aux Presses universitaires de France. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui autour de cette grande table des idées. Merci à Oriane Delacroix et Henri Leblanc pour la grande table culture, à Lucas Bretonnier et Laura Dutèche-Pérez pour la grande table des idées. Préparation, Violaine Malstaff et Maïlène Despio-Couré. À la réalisation, Louis-Valentin Faury avec Ludovic Auger aujourd'hui à la technique. Demain, rendez-vous avec Lucille Como pour une grande table critique. Il y aura de la littérature, il y aura aussi de l'art avec 2 expositions, Allemagne, années 20, au Centre Pompidou, Love Songs à la MEP, qui seront débattues par les critiques de Lucille.